Alors, bravo pour ce documentaire. Merci. Très touchant. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble. Alors peut-être pour commencer, Michel Dominici, donc vous avez déjà une belle carrière de documentariste derrière vous. Non, mais très sérieusement, vous avez notamment tourné Nadar, le premier des photographes, qui est rediffusé, je crois, cette semaine. Hein. Oui, c'est ça, sur Histoire, la chaîne Histoire, je crois. Voilà, qu'on peut voir. Mais vous avez également été l'auteur du documentaire Le clitoris, cher inconnu, 2004. Oui, ouais. Les suffragettes, ni paillasson, ni prostituées, 2011. Madame la ministre, 2012. Bettina Reims, 2015. Et Simone Signoret, avec Juliette à la production, Figure libre, il y a 2 ans. Donc on sent bien quand même une continuité, une cohérence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce dernier film s'inscrit dans votre filmographie avec ces thématiques féministes qui reviennent? Alors, en fait, c'est une exception dans ma filmographie féministe, bizarrement, ce film, parce que je m'étais promis, quand j'ai commencé à faire des documentaires, que je ne ferais que des films sur des femmes puissantes. Et parce que j'en avais marre de voir à la télévision, enfin, je voyais la télévision se repaître des femmes victimes. Et ça me fatiguait. C'est important, évidemment, de traiter de ces sujets-là, mais je me disais, ce qui changerait un petit peu, ce serait de montrer des femmes puissantes. D'où le film sur les femmes ministres, sur les suffragettes. Le clitoris aussi, quelque part, fait partie de cette mouvance-là. Et puis, donc celui-là, en fait, il est venu d'ailleurs. Il est venu de, comme je le dis au début, de ma mère, et du fait qu'elle a écrit ses mémoires qui se sont arrêtées l'année de son mariage, et qu'elle a laissé derrière elle un trou béant, sans explication pour sa vie d'après. Vous avez découvert ce texte En fait, je l'ai découvert de son vivant. Elle nous l'a rendu, elle nous l'a donné, et quand je lui ai demandé et après, et qu'elle m'a dit après c'est pas intéressant, à l'époque je n'ai pas compris cette phrase. Enfin, elle s'est pas imprimée, j'ai pas réagi. D'ailleurs mon frère, ma sœur non plus, personne, parce que oui, voilà, c'est normal que ça soit pas intéressant. Finalement, c'est en vieillissant. Voilà, que j'ai pris conscience de la violence de cette phrase en fait. Et que j'ai voulu l'élucider sans elle. Donc, du coup, je suis allée... Enfin bon, ça, je peux le raconter après, mais voilà. Et donc, du coup, c'est un film à part, en fait, dans ma filmographie féministe. Voilà. Alors, Juliette Guigon, vous êtes productrice, vous avez aussi une très belle carrière derrière vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos 2 sociétés, si j'ai bien compris? Vous avez 2 sociétés, Quark et Squawk Production, avec Patrick Vinocourt. Un petit peu comment ces sociétés se sont créées, quelle est leur ligne éditoriale, et enfin, comment vous êtes associé à ce projet avec Michel Dominici? Alors, on produit des documentaires depuis 1995, donc c'est très très vieux. On a reçu le prix du producteur l'année dernière, après 25 ans. Il a fallu du temps. Un prix du producteur qui est remis par... La Procirep. D'accord. Ouais, au producteur Bravo, de documentaires. félicitations. Oui. On s'est présenté 6 fois, il faut être honnête. On produit assez peu de films, on produit entre 6 et 8 films par an. Qui fait plus de 100 films aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 120 films. Oui, ce qui est quand même C'est beaucoup. Et uniquement des documentaires, pas de fiction. Et puis, on travaille qu'avec le service public. Voilà. Donc, on va un peu partout, juste avec les réalisateurs et les réalisatrices qui viennent nous voir, qui nous racontent. Et comme on produit peu, on dit souvent non. Mais quand on y va, on y va. Alors, pourquoi 2 sociétés? Pardon, c'est juste pour comprendre. 2 sociétés distinctes. Très récemment. On a été 20 ans avec la même, et puis comme les temps sont difficiles et que ça tangue parfois, on en a ouvert une deuxième que pour faire des choses sur le web. Et puis finalement, on a tout mélangé. Okay. Ah bon, finalement, d'accord. Donc, comment vous vous rencontrez sur ce projet, et qu'est-ce qui fait justement que parmi tous les projets que vous avez, enfin, qu'on vous propose, vous allez sur celui-là en particulier? On sortait avec Michel d'une expérience assez magnifique qui était un film sur Simone Signoret pour Arte.
Et puis, avec Arte, il y a une grande volonté chez eux de refaire des destins comme ça, importants, de stars, de réalisatrices, de comédiennes. Et Michel s'était emparé de Simone et on était à fond, quoi. On était vraiment à fond derrière Simone. Tout d'un coup, on découvrait, parce que Michel avait pris un angle particulier qui n'était pas celui du glamour de Simone, mais d'accompagner Simone sur ce qu'elle avait volontairement assumé et construit de sa carrière de femme comédienne qui pouvait vieillir, qui était quelque chose de très à part dans l'histoire du cinéma, où elle faisait ses plus beaux films quand elle avait l'âge qu'elle avait. Voilà. Et Michel, en même temps, laissait remonter en elle, à un moment de sa vie, les mémoires de sa mère, et était revenu avec cette phrase. Et donc, à Quark et à Squawk, on est 2 associés, un homme et une femme. Et quand Michel a raconté ça, moi, tout de suite, je me suis souvenue de ma grand-mère, née en 24, qui, à la fin de sa vie, qui avait une vie plutôt jolie, de femme au foyer, mais qui, à la fin de sa vie, m'avait dit, alors que j'avais 20-25 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et moi, je lui ai dit, mais regarde, on est tous là, c'est super, on est une grande famille, regarde tous tes petits-enfants. Et elle m'a regardé un peu, genre, bon, t'es gentil, mais c'est pas que ça. Et quand Michel m'a parlé de sa mère qui disait, après, plus rien, ça m'a fait un drôle de truc, et moi aussi, j'ai réalisé. J'ai mis du temps, j'avais pas réalisé ce que m'avait dit ma grand-mère. Et là, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de film. Et puis, Michel, on a dit, tu as regardé les bouts de trucs d'histoire, les bouquins ? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Et là, c'était comme si le sol se dérobait de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'où l'histoire oubliée. Et on s'est demandé si on allait arriver à monter ce film, parce que c'est pas un énorme sujet de société, c'est pas de commémoration, y a rien. En fait, il y a rien. Et l'histoire sociale à la télévision, c'est plus compliqué, parce que du Stalingrad, on en fait tous les 5 ans. Mais l'histoire des femmes, l'histoire des mœurs, c'est quelque chose qui n'est pas souvent filmé, qui est difficile, un peu comme Corbin, par exemple. Et en fait, Arte s'est embarqué avec nous, et ça a été génial. Alors, justement, à partir du moment où vous êtes d'accord sur ce projet, un film, forcément, c'est de la matière, des images, du texte, mais enfin surtout des images. Comment vous partez à la recherche de ces sources, en fait ? Alors, en fait, est-ce que vous avez l'intuition d'abord que vous allez en trouver ? Alors, on part toujours un peu sans trop savoir, en fait. Et comme le dit Juliette, on a tout de suite cherché. Juliette a même contacté Geneviève Fraisse, donc historienne, féministe chef. En chef, qui nous a confirmé qu'il n'y avait rien, même dans les publications universitaires. Oui, il n'y a pas de sociologues qui ont travaillé sur cette question. Il y a quelques rares enquêtes. Il y a peut-être 3 livres, un peu, mais enfin, étant donné le nombre de millions de personnes que ça concerne, il n'y a rien. C'est assez... C'est vertigineux, en fait. C'est vertigineux. Et ça parle, ça dit quelque chose qui est en écho avec le fait que moi, je n'ai pas entendu quand elle m'a dit « il n'y a rien », que Juliette n'a pas entendu sa grand-mère. Enfin, c'est tout un écosystème. Voilà. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais leur donner la parole. C'est déjà le premier acte, en général, féministe. C'est de rendre la parole, de la donner, en général, parce qu'elles ne l'ont jamais eue. Et effectivement, je n'ai trouvé dans les archives quasiment aucun vieux film où on tendait le micro à une femme au foyer, on lui disait « dites-moi vraiment ce qui se passe dans votre vie ». Il y avait des millions de films de fiction où on en faisait un personnage caricatural. Les publicités, j'en parle même pas. Mais sinon, d'elles, leur parole, elle était absente. Et je me suis dit, tiens, je vais leur donner la parole. Et comme c'est un temps révolu, on parle de la deuxième moitié du XXe siècle, je connaissais une association qui s'appelle, d'ailleurs, j'essaye d'en parler le plus possible, qui s'appelle l'Association pour l'autobiographie, qui a été créée par un ancien prof d'histoire géo, qui est à Ambérieu en Bugey, dans l'Ain, et il collecte des journaux intimes, des autobiographies d'anonymes, parce qu'il a décidé qu'il
Il n'y avait pas de raison qu'on ait que des souvenirs de Churchill et Mata Hari. Donc, il a commencé à collecter des choses d'anonymes, des écrits d'anonymes, et il a 4000 journaux intimes et autobiographies maintenant, classés, etc., indexés. Donc, j'avais déjà travaillé avec eux, donc je suis retournée, j'ai tapé le mot-clé, femme au foyer, et là, j'ai trouvé un peu plus d'une quinzaine de journaux et d'autobiographies. Je suis descendue à Amberieu parce que elles ne sont pas numérisées. J'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. Et la lecture d'abord, elle était très belle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que oui, il y a de très beaux textes. Il y a de très beaux textes. C'est très littéraire. Donc, il y avait une vraie candeur, une vraie sincérité et une convergence. C'est-à-dire que toutes semblaient raconter la même vie. Avec les mêmes étapes. Vraiment, il y avait des vrais échos d'un journal à l'autre. Et je me suis dit, voilà, ça c'est la matière Et là, du coup, orale. vous reprenez contact avec les personnes qui ont déposé ces journaux pour avoir le droit de les utiliser? Oui, alors on a repris contact avec tout le monde. Une grande partie des personnes étaient décédées. Donc on a demandé à leurs enfants quand on arrivait à les retracer. Et sinon... il y en a 2 qui sont vivantes encore et qui nous ont donné leur accord à condition qu'on change les noms de villes, de personnes, etc. Ce qui n'était pas compliqué à faire. Et alors je finis juste parce que ça c'est pour la parole et pour l'image. L'idée est venue assez spontanément de poser ces mots sur des films de famille, des films maladroits, alors d'une beauté irréel pour la plupart, moi je trouve. Oui, il y a effectivement il y a un charme particulier. Un charme extraordinaire. Tourné par les maris. Tourné pour la plupart par les maris, parce que les femmes ne prennent pas la caméra. En fait, c'est un film d'homme, en fait. C'est un film, c'est un film avec un regard d'homme. Mais donc on a fait là la tournée des cinémathèques régionales, parce qu'une autre chose aussi, c'est que les films d'histoire se passent dans les capitales pour la plupart. Londres, Moscou, Paris, New York, etc. Tous les films, enfin beaucoup des films qu'on voit sur Arte se passent dans les capitales. Et je dis à ma documentaliste, qui fait donc la recherche d'archives, je lui dis, je ne veux pas de Paris. Je ne veux pas de Paris dans ce film. Je veux tout ce qui se passe en dehors de Paris. Parce que justement, c'était aussi une démarche générale de raconter l'histoire dans les cuisines, dans les régions, et non plus dans les palais et dans les grandes villes. Voilà. Donc elle est allée dans toutes les cinémathèques de région, et elle m'a fait remonter plein de films de partout, de Bretagne, de Toulouse, de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. On voit au générique. Ouais, je me souviens plus, d'Île-de-France, enfin bon, bref, du centre, de partout. Voilà. Donc, avec des images, effectivement, en termes de droit, là aussi, c'est relativement simple. Une fois qu'elles sont déposées à la cinémathèque, oui. Je crois que les cinémathèques informent les ayants droit, les familles, de l'usage, mais ils cèdent le droit aux cinémathèques d'en faire dès lors que c'est déposé, oui. Alors, est-ce que donc on n'a pas d'interview comme on voit dans certains documentaires, hein. Est-ce que c'est une question que vous avez tout de suite éliminée, comme quoi il n'y a pas de femmes de, je sais pas, de 70 ou 80 ans qui aujourd'hui auraient pu témoigner de leur non, c'est une discussion qu'on a de leur vie au foyer. Ouais. Mais en fait, je vais faire un parallèle très bizarre, mais quand j'ai fait le film sur le clitoris, qui était un de mes premiers films, j'ai appris assez brutalement que la caméra transforme certains témoignages. Bon, on s'en douterait, hein. Moi, je m'en doutais pas jusqu'à ce que je... Et il y a certains sujets sur lesquels il est très difficile d'être candide, vraiment candide, face à une caméra. C'est très compliqué, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a des enfants, il y a des maris, il y a des... etc. Oui. Et... je me suis dit, on en a parlé ensemble, que les journaux intimes avaient ce mérite par rapport aux interviews, que les femmes se parlent à elles-mêmes, et du coup elles sont d'une franchise. Elles se livrent plus. Ah ouais, et d'une brutalité parfois. Il y a des choses, je trouve, qui sont dites, qui sont assez brutales, quoi. Et je ne suis pas sûre que face caméra,
j'aurais obtenu cette qualité-là. C'était un parti pris, c'était l'un ou l'autre. C'est ça que vous voulez dire aussi, peut-être. Non, mais même à un moment, on s'est demandé si, quand l'une d'entre elles se demande si, elle rêve à un amant, à leur ami, etc. Si en les retrouvant, si elle pouvait redonner un point de vue après, puis on s'est dit qu'en fait, finalement, on allait compliquer tout ça, alors que la sincérité d'être dans leur tête, dans leur confidence, elle était complètement intacte sur le journal intime. Non, mais effectivement, la tonalité du film est très forte avec ces textes intimes. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas forcément d'études sociologiques sur le sujet, il y a tout un passage sur le film sur la publicité, sur l'économie de la femme au foyer, tout ce qui est vendu, l'aspect très consumériste en fait de ce statut-là. Est-ce que là-dessus non plus, il n'y a pas sur cette partie publicitaire, économique Alors cette partie-là, je me suis inspirée du travail d'une historienne anglaise. D'accord. Qui en fait démontre dans sa thèse que en fait les femmes ont été centrales aux reconstructions d'après-guerre. Elles ont été le pilote même de ces reconstructions parce que c'est elles qui décidaient pour l'essentiel des dépenses. C'est elles qui orientaient les dépenses des ménages et que de cette manière-là, dans cette société-là, elles avaient un rôle stratégique, absolument, et que les entreprises ont bien compris d'ailleurs, mais que historiquement on leur rend pas. Enfin, elles restent cette espèce d'idiote là qui, voilà, alors qu'en fait elles avaient un vrai rôle. Et donc, alors sa thèse est très longue et je l'ai résumée en, je crois que c'est une séquence d'1 minute, un truc comme ça. Mais oui. C'est ça la complexité de la télévision, mais c'était important pour moi d'attirer l'attention du spectateur, quitte à ce qu'après ils aillent creuser eux-mêmes de leur côté. C'était vraiment l'idée aussi de sortir la femme au foyer ou la ménagère justement des études de marché, des études des agences de pub, des groupes agroalimentaires qui, eux, les connaissent très très bien, et de leur rendre l'âme et pas que le porte-monnaie. Bien sûr. Alors, le film, finalement, se déroule sur une période assez longue, presque sur 30 ans, après-guerre jusqu'en 1986, c'est la dernière date qui est donnée. Et donc, vous avez plusieurs journaux intimes dans lesquels vous avez puisé. Quand on regarde le film, donc on a l'impression quand même que certains journaux s'étirent sur une période très longue. Vous pouvez nous expliquer ça un petit peu ? Alors, parmi tous les journaux que j'ai trouvés, il y en avait notamment 2 qui étaient extraordinaires, qui étaient écrits tous les jours. Alors, l'un commençait en 1947 et se terminait en 1996. Après la dame... 50 ans, donc ? Voilà, 50 ans. Elle s'est mariée en 1947, cette dame, et elle est rentrée dans une maison de retraite en 1996. Elle a cessé d'écrire. Elle est décédée maintenant. Jacqueline. Et elle écrivait quasiment tous les jours, et c'était magnifique. Elle faisait des critiques des livres qu'elle lisait. Elle faisait des critiques des films qu'elle voyait. Enfin, il y a 26 cahiers épais comme ça, et c'était un bonheur à lire, et souvent je dis aux gens que je connais qu'il faudrait que toutes les jeunes filles le lisent en fait, parce que, ou les jeunes hommes d'ailleurs, tellement c'est un voyage incroyable dans ces années-là. L'autre commençait en 1970 et elle continue encore aujourd'hui. Elle s'appelle Françoise. Elle s'est mariée en 70 et elle continue encore aujourd'hui. Et pareil, elle écrit tout le temps. Donc moi, ce que je voulais montrer, enfin, c'était sur la longueur. En fait, je ne suis pas femme au foyer, donc je n'ai écouté que ces femmes-là et quelques autres avec qui j'ai eu des conversations aussi, évidemment, mais qui donc ne sont pas dans le film. Ce qui compte sur un destin de femme au foyer, c'est la longueur. Parce que le démarrage est parfois un peu trompeur. Enfin bon, voilà. Et donc, je voulais, comment dirais-je, raconter vraiment, enfin, toute cette vie-là et comment
on garde une identité alors qu'on est au service des autres et que c'est là notre rôle, quoi. Voilà, donc c'était important pour moi que ce soit sur une longue échelle. Alors, on parlait tout à l'heure de la beauté de certains textes. Est-ce que vous avez eu, dans la lecture, justement, une forme de révélation à un certain moment sur les aspects très concrets de la vie de la femme au foyer? Enfin, il y a des formules. Hein. À un moment donné, la personne dit qu'elle se dissout. Ou vous parlez d'annexion et non pas d'union. Enfin voilà, il y a quelques formules comme ça qui sont très fortes. Est-ce que c'est des choses dont vous aviez l'intuition dès le départ ou au contraire qui se sont révélées au fur et à mesure que vous travailliez sur ce sujet? Comment? Alors, en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange d'expériences personnelles, parce qu'effectivement, après, des choses me sont revenues de ma mère. C'est un mélange aussi, dans tous ces textes aussi, ce que j'ai cherché, c'est ce qu'ils avaient en commun. Donc, ça fait beaucoup rire Juliette. Quand je travaille avec des espèces de petites cartes comme ça. Elle fait des jeux de cette famille, comme une bonne élève, avec des couleurs par thématique, oui, etc. Et il y en a des tonnes partout dans la salle de montage. Et donc, rien ne lui échappe. Voilà. Avec des codes couleurs. Juliette aime beaucoup. Et donc, j'ai pris des extraits de chacun des journaux et je les ai, donc des citations. Puis après, je les classais par thème, par période de vie, etc. Et ensuite, je retenais celle qui était soit la plus forte, soit qui m'aidait à enchaîner sur autre chose. Enfin bon, bref. Et en fait, je n'ai pris que ce qui était commun à toutes. J'ai enlevé les parcours très personnels. J'ai enlevé ça. Et il y avait énormément de choses effectivement convergentes. Donc, par exemple, la dissolution, c'est un thème qui revient chez toutes les femmes que j'ai lues. Le mot dépression, dissolution, à un moment donné, arrive, et tout à peu près au même moment. C'est-à-dire quand les enfants ont 10-11 ans, quoi. Quand la mère cesse d'être centrale pour les enfants et que tout d'un coup, elle est relâchée dans sa propre vie à elle. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui flotte. Et à ce moment-là, les mots dissolution, dépression, etc. commencent à arriver. Après, bon, chaque vie est particulière, mais voilà. Par rapport à l'annexion, c'est autre chose. C'est un concept de Simone de Beauvoir, en fait. Mais qui n'est pas cité comme tel. Non, que j'ai repris, qui est dans le deuxième sexe, où, alors, elle, son développement est évidemment très long, hein, toujours pareil, moi je dois résumer, mais je l'ai relu, le Simone de Beauvoir, pour ce film, et à la relecture, ce mot m'a sauté au visage, parce qu'il est justement dans une case histoire. Le mot annexion a du sens. Le mot annexion a du sens. Et il fait écho à des choses très violentes. Oui. On pense à l'Autriche tout de suite, quoi. Absolument. Et je suis sûre que Simone de Beauvoir savait ce qu'elle faisait, justement, parce que les choses étaient encore plus près de l'oreille. Hein. Oui. Donc, et effectivement, voilà, quand on s'y penche, il y a quelque chose de cet ordre-là avant 1965, avec la loi telle qu'elle était pour les femmes. Enfin, les femmes... les épouses plutôt. Donc voilà. Donc il y a plein de choses différentes qui font que parfois c'est la mémoire, parfois. Quand tu dis annexion, où effectivement la lecture c'est un petit peu violent, mais quand on voit cet homme au milieu de toutes ces femmes se demander si elles peuvent parler de politique, etc., c'est juste simplement sidérant. C'est ça qui est amusant sur la banalité de la femme au foyer finalement, et tout d'un coup de réaliser ce qu'on voit. C'est juste proprement hallucinant. Alors justement, parce que donc il y a des images amateurs, mais il y a aussi des images, comme vous le dites, qui sont des images de télévision, oui. Voilà, des publicités, mais aussi des émissions qui font écho à l'actualité sur le fait, par exemple, qu'à un moment donné, les femmes peuvent avoir leur propre compte en banque, etc. Donc comment vous avez fait le tri sur tous ces sujets? Est-ce que c'est un sujet parmi d'autres ou c'est un peu exceptionnel, celui dont Juliette vient de parler? Alors, il y avait... Est-ce que c'est un thème récurrent dès les années 60 ou pas? C'est ça, un peu ça. Oui, alors oui, ça c'est... Voilà. Alors, justement, il y avait deux choses, c'est-à-dire que je voulais montrer comment... Parce que la grande histoire... je ne sais pas vous, dans vos vies, mais en tout cas, dans ma vie et moi, je croise rarement la grande histoire.
Personnellement, je la croise très peu. Et en fait, l'histoire m'arrive par ce que je lis, ce que j'entends, ce que je regarde à la télévision, au cinéma. En fait, et dans ce film-là, j'avais envie de faire rentrer l'histoire comme elle rentre dans la vie des gens qui ne vivent pas des vies extraordinaires, c'est-à-dire par le transistor, dans la cuisine, par la télévision, dans le salon. Et donc, j'avais envie de ponctuer le film dès le début d'épisodes de la grande histoire, en tout cas relatée comme telle. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus pratique, c'est que les films de famille, les films amateurs sont muets. Donc, nous allions parler en off, on a fait travailler des actrices sur les textes, mais il n'y avait pas de voix in, et je voulais quand même, pour une raison de dynamique, qu'il y ait un petit peu de voix in pour redonner un peu de tonus au film. Ah oui, il y a une troisième chose aussi, pardon, c'est que je voulais ponctuer aussi tout le film du contexte sexiste dans lequel baignaient ces films. Oui, voilà. Et je voulais rappeler... alors, au début, on en a mis... Ça rejoignait ce que tu avais fait sur Simone Signoret, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a déroché toutes les archives de journalistes autour de Simone, quand les films sortaient, elle disait mais ils sont malades, comment ils lui parlent? Et il y avait une façon de parler qui est très proche de ce qu'on voit, très complaisant, très... Vous parlez des journalistes qui s'adressaient à Simone Signoret dans les interviews. Oui, alors que c'était une immense star. Et en fait, ça convergeait avec cette façon de parler des femmes. En fait, dans les films d'histoire, nous, réalisateurs, on monte souvent, comment dirais-je, les interviews et on enlève les questions. Très souvent. Et quand on regarde des vieux films comme ça, ou qu'on dérush des vieilles émissions, les questions racontent pratiquement autant que les réponses. Et maintenant, personnellement, dans le Simone, j'ai gardé des questions. Dans celui-ci, j'ai voulu. Et dans le prochain, pareil. Maintenant, quand je monte des images d'archives, j'inclus presque toujours le contexte, en fait. Oui, bien sûr. La question raconte autant que la réponse. Donc, je comprends. Et particulièrement sur cette ouverture d'émission. Ouais. Hein, on voit les femmes juste après qui sont, qui sont beaucoup plus atterrées et silencieuses. Incroyable. Mais moi, je suis beaucoup plus jeune que celle-là. J'avais 10 ans dans les années 80. Il y avait une émission qui s'appelait 1 minute pour les femmes. Et quand Michel est venu avec son projet de film, tout d'un coup, ça m'est revenu. Et évidemment, moi, ça me paraissait pas étrange qu'il y ait 1 minute pour les femmes. Mais là, soudainement, ça me paraît complètement bizarre. Alors, peut-être qu'il y a et sans doute même des questions, des réactions dans la salle. Alors, on va partager le micro, oui. Merci. N'hésitez pas. Et donc, pour les personnes qui sont dans les autres salles, vous allez avoir le numéro de téléphone qui va s'afficher normalement sur l'écran. Il y a une question. Oui. Merci. Voilà. Est-ce que vous sauriez par hasard combien de cette situation de femmes au foyer, combien de femmes actuellement sont concernées? Alors, actuellement, je crois que c'est autour de 2 millions de femmes en France. En France. Il y en avait 12 millions en 1957. Donc, 6 fois moins. C'est une femme sur deux, en fait. Oui, à l'époque, c'était ça. À peu près. Ouais. À l'énorme différence près qu'à l'époque, c'était un destin. Alors qu'aujourd'hui, justement, une des rares études sociologiques qui a été faite, ce sont sur les femmes au foyer aujourd'hui. Et ce sont des temps dans une vie. On est femme au foyer 5 ans après la naissance du premier. On est femme au foyer 2 ans parce qu'on a été mis au chômage. On est femme au foyer entre deux. Voilà, c'est plus un destin. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, c'était la deuxième partie du XXe siècle. C'est parce qu'à l'époque, c'était érigé comme le destin ultime d'une femme accomplie, mariée à un homme accompli. Et il était là l'enfermement, pour moi. Aujourd'hui, c'est un temps de pause plutôt qu'un destin. Et en plus, le choix est multiple. Enfin, le choix est plus simple. À l'époque, c'était plus compliqué. Alors, à un moment donné, donc, dans la dernière partie du film, vous parlez de déclassement. C'est-à-dire que le statut n'est plus le même.
autant c'était valorisé d'être une femme au foyer dans les années 50 pour aller vite, autant à un moment donné, bon, c'est plutôt socialement dévalué, on va dire. Ouais. Et je voulais voir l'impact que ça avait sur une vie. Quand il y a un mouvement historique profond comme ça, il y a des gens qui le vivent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes, c'était intéressant à lire, c'est-à-dire elles rentrent dans ce destin plein d'espoir, quoi. Et en cours de route, la société se retourne et dit non, finalement, ça sera un autre type de femme. Et je trouve qu'il y a une violence extraordinaire et elles l'expriment. Enfin, elles expriment oui, ça. Bien sûr, bien sûr. Oui, là-haut, une réaction. Oui, merci pour ce film. Vous avez dit tout à l'heure que dans le film, c'était surtout pour des femmes bourgeoises, ou en tout cas, mais vous ne traitez pas celles qui ont la double vie, c'est-à-dire celles qui doivent travailler et s'occuper des enfants. Et alors, oui, mais justement parce que ce qui m'intéressait, c'était les femmes enfermées dans un foyer. Celles qui travaillent et qui s'occupent des enfants ont effectivement une vie, une double peine, enfin une double peine, non, mais enfin deux vies. Double charge, pardon, oui, merci. Mais ce ne sont pas des femmes au foyer pour le coup, puisqu'elles ont... et les problématiques ne sont pas les mêmes. Elles ont des problématiques en commun, énormément, mais il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et notamment la dissolution, par exemple, quand une femme a un travail... quand elle sort du foyer, quand elle n'est pas en cage, comme l'une d'entre elles le dit, sa vie est vraiment différente. Là, ce sont des femmes qui sont en cage, enfin, qui ne sortent pas de leur cuisine ou de leur intérieur. Alors, dans une interview que vous avez donnée à une chaîne de télévision qui diffusait l'un de vos films, vous évoquiez justement l'importance dans la plupart de vos films de parler de la sphère publique par rapport à la sphère privée, justement, à chaque fois, où est la place qu'on accorde éventuellement aux femmes et sur l'évolution, en fait, à l'intérieur d'une vie, comment on peut rester dans une sphère privée ou est-ce qu'on peut sortir de la sphère publique. Donc c'est aussi présent dans vos autres films, comme question, enfin, par exemple, sur les femmes politiques, par exemple, comment elles arrivent à occuper l'espace public. Alors, en fait, les batailles du féminisme, notamment à la fin du 19e siècle, au moment des droits de vote, c'était des batailles pour que les femmes puissent avoir accès aux sphères publiques. C'était ça, 19e, début 20e. Après, comment dirais-je, ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi, je pense que le combat féministe sera gagné quand les hommes auront également accès aux sphères privées. Voilà, c'était là où il fallait arriver. Ouais, alors on n'y est pas encore, mais parce que de la même manière qu'on s'est moqué beaucoup, maintenant les choses changent évidemment, mais d'une femme qui prenait la parole en public, je pense à Édith Cresson par exemple, qui a, pendant son discours de politique générale, les commentaires juste après portaient sur sa voix et sa veste en pied de poule, absolument pas du tout sur ce qu'elle disait qui était fort intéressant. Et ben de la même manière aujourd'hui, un homme au foyer, c'est un statut qui est un peu compliqué à tenir. Assumer, bien sûr. On aura gagné quand Édith Cresson pourra porter une veste en pied de poule et on écoutera ce qu'elle dit, et quand les hommes auront le droit de faire comme choix d'être père au foyer ou homme au foyer. Oui, une question. Merci. Moi, j'ai retrouvé ma mère dans votre description, et tellement sur plein de choses, au bout de 30 ans, ce sentiment d'avoir raté quelque chose, les états dépressifs à différents moments, mais aussi les différentes étapes de la vie où elle n'a pas vécu de la même manière, notamment dans le grand âge. Elle vivait les choses un peu différemment, avec un retour en arrière, peut-être parce que mon père à la retraite se retrouvait dans une situation différente, ce que dit à un moment... un des personnages du film. Et alors sur les conséquences historiques, moi je me dis que pour la génération
cette situation était celle de ma mère, mais celle de mes tantes, celle de nombreuses femmes de la famille qui n'étaient pas des bourgeoises. Je réponds à ce monsieur, absolument pas. Nous, on était de milieu très modeste, mais 5 enfants et mère au foyer, voilà. Bon. Et alors, au plan historique quand même, ou sociologique, ben, c'est la génération suivante. Mes sœurs et moi, on s'est radicalement construites contre. C'est-à-dire se dire, jamais comme ça. Moi, ma vie, je veux qu'elle ne soit jamais celle-là. Et ça engage les générations futures, voilà. C'est un peu la conclusion de votre film aussi. Absolument, bah vous êtes dans le film, madame, parce que la jeune fille Véronique, elle dit exactement ce que vous dites. Elle dit je n'aurais jamais pu envisager de revivre cette vie. Mais alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que pendant longtemps, je ne savais pas comment finir le film. Parce que je me disais... je peux pas finir sur, ces dépressions, cette désillusion. Enfin, je trouvais que c'était incorrect, enfin que c'était incomplet. Et en fait, je me suis dit c'est un film d'histoire, mais enfin c'est un film de mémoire parce que voilà, c'est plutôt. Mais et pourquoi le dernier chapitre ne serait pas porté par la génération d'en dessous qui nous indique le sens, en tout cas, que prennent les choses. Ou compris les choses. Ça correspond aux chiffres que vous aviez donnés tout à l'heure. Hein, absolument. 12 millions et 2 millions aujourd'hui. Tout à fait. Alors, une autre question là, et après une question des autres salles. Oui, bonsoir, et merci beaucoup pour votre film. Moi, j'ai été assez ému. Ça m'a rappelé ma mère, qui était quand même une femme, on va dire, de la bourgeoisie, puisque elle a eu 3 fils, dont moi. Mais en même temps, ça m'a rappelé une autre personne, parce que mon père, justement, dirigeait une exploitation agricole qui employait 2 ouvriers. Et ces 2 ouvriers, dans le village, étaient les maris de femmes, des familles les plus nombreuses. Et je me suis rappelé également la femme d'un des ouvriers de mon père, qui a eu 13 enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est que d'avoir 13 enfants, pas de jumeaux? C'est-à-dire, je pense que cette femme, elle a passé... vraiment pratiquement la moitié de sa vie enceinte. Et je me dis, mais quel destin, quoi. Je trouve ça quand même à la limite dramatique, même si on n'a pas arrêté de dire que le destin des femmes, c'était d'enfanter, etc. C'était très beau, un beau rôle. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette dame qui est morte 2 jours après ma mère, justement. Ils avaient eu des destins très différents. Mais voilà. Alors... Donc, ça m'amène à une question. Je ne voudrais pas choquer personne, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de l'idée de salaire maternel. Puisqu'à un moment, dans les années 70, je me souviens que moi, j'étais assez sensibilisé à ça. Les féministes disaient, oui, effectivement, ça nous fait 2 journées de boulot. Nous, on travaille, pour celles qui travaillaient. Et le soir, faut s'occuper de la maison, des gosses et du mari. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de salaire maternel ? Alors, ça reste à définir, bien sûr. Voilà. Oui, alors, je vous remercie. Le salaire maternel, merci monsieur. Le salaire maternel, c'est un concept à la fois féministe et conservateur. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, dans certains milieux féministes, l'idée elle a été portée. Et puis, dans des milieux conservateurs, très traditionnalistes, l'idée aussi a été suggérée. Ce qui incite les femmes à rester au foyer. Alors, moi... si revenu doit y avoir, qu'il soit universel et asexué. Voilà. C'est-à-dire que mon propos tout au long de mes films, c'est de dire chacun est libre d'avoir son tempérament, ses choix de vie, etc. Chacun est libre. Mais n'associons pas des choix de vie au sexe de la personne. Voilà, c'est la seule chose. C'est la seule chose, que chacun fasse les choix qu'il veut. D'où le revenu universel. Comme ça, si c'est le papa qui veut s'occuper des enfants, ce sera le papa. Si c'est universel. Et arrêtons de sexuer. Les féministes des années 70, quand elles proposaient ce revenu, c'est une étape dans la pensée féministe. Oui, voilà. C'est une façon de reconnaître le travail. C'était une étape. Voilà. De la même manière, elles évaluaient que je crois que le travail des femmes au foyer revenait à quelque chose comme 20% du PIB. Un
truc énorme, énorme. Même l'automobile, c'était pas 20%. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, ma réponse, ça sera plutôt celle-là. Alors, une question de Cécile d'une autre salle. Donc, bonjour. Les femmes toujours en vie ont-elles vu votre film? Si oui, comment ont-elles réagi? Merci pour votre joli film. Merci Cécile. Alors non, pour l'instant, elles ne l'ont pas vu parce donc c'est la première fois qu'il est diffusé en France ce soir. Donc elles ne l'ont pas vu encore. On attend d'avoir une date d'Arte pour organiser une projection à Paris et évidemment les inviter. J'ai effectivement très hâte qu'elles viennent. Alors une autre question. Ces femmes au foyer n'avaient-elles aucune vie sociale associative en dehors de leur famille? Alors, ça donne ce sentiment-là quand on regarde. Oui, oui, oui. Alors, elles ont des vies. Elles ont des vies. Elles mentionnent des amis, mais c'est très très secondaire dans la. En fait, il y en a une qui dit à un moment donné, elle rentre tard chez elle et son mari. Et mécontent, ils se disputent parce qu'elle a décidé à un moment donné de rentrer tard et elle rentre après lui. Et c'est l'objet d'une dispute. Et en fait, ça, c'est une permanence dans ce que j'ai lu. C'est que pendant longtemps, une femme au foyer, n'avait le droit, et si on réfléchit à la culpabilité qui nous habite, nous les femmes, ça nous parle, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on avait le droit d'avoir du plaisir qu'en lien avec son rôle de mère, d'épouse, de fille. Une femme qui allait dans un hobby qui n'avait rien à voir avec son rôle de femme au foyer, il lui fallait un sacré courage, une sacrée personnalité. En général, c'était des femmes qui avaient du tempérament, parce que une culpabilité s'abattait assez rapidement. Donc, pour la plupart, elles n'ont pas tellement de vie sociale. Enfin, il y en a une, alors j'ai pas pu la mettre, c'est une anecdote assez dingue. Elle est submergée par les enfants, elle ne s'en sort pas. Un jour, une voisine tape à sa porte et lui dit je fais des réunions Tupperware, est-ce que vous voudriez venir? Et elle dit je peux pas, j'ai 4, elle en avait 4 enfants, j'ai pas le temps, je peux pas là. Et donc la dame rusée lui dit j'ai une fille qui a 16 ans, qui pourra garder vos enfants pendant que vous viendrez à la réunion Tupperware? Ah bah très bien, pourquoi pas. Elle envoie sa fille de 16 ans, cette dame va à la réunion Tupperware et elle met dans son journal un truc qui m'a tellement touchée. Elle dit et de ce jour-là, je ne cessais de retourner aux réunions Tupperware parce que c'était un espace de liberté. Et ces réunions Tupperware, on les regarde un peu avec mépris. Et moi, depuis, je les regarde autrement. Et alors, j'imaginais dans la cuisine de cette dame un monceau de trucs Tupperware avec son mari qui disait « Mais qu'est-ce que t'en as pas assez, les trucs, là ?» Et en fait, elle s'en foutait de ces trucs Tupperware. Elle allait juste respirer un coup avec un prétexte. C'est-à-dire, il lui fallait ce prétexte. La culpabilité est un personnage important dans la vie des femmes, très très important, et il lui fallait ce prétexte pour aller respirer. Donc elle allait à ces réunions Tupperware, elle s'en foutait. Mais c'est dommage que ça ne soit pas dans le film, ça, non? Oui, mais vous entendez les réactions? Ouais, je sais. Mais oui, je sais. Mais bon, c'est on peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. Alors, parmi les autres questions, il y a une question sur les musiques et les chansons du film. Ah. Comment vous les avez choisies? Alors ça, il faut que je remercie Juliette en public, parce que... Ouais. Il ne faut pas que tu nous remercies, c'est ta ténacité que tu dois remercier. Alors, il faut dire que souvent, c'est très cher d'avoir des musiques. C'est très cher, la musique. La musique est très chère. Je peux donner le prix ou pas? Ouais. Là, le morceau on est entre nous. Le morceau de Dalida, là, par exemple, c'est 24 secondes, je crois, en tout. On a payé 7 000 €. Voilà. C'est l'objet. Ouais. Voilà, mais c'est pour lancer le film. Non, mais c'est l'ingrédient le plus cher du film. C'est l'ingrédient le plus cher du film. Toutes les autres choses, on paye pour une archive de films amateurs, on va payer environ 1 000 € la minute, par exemple. Mais là, c'est hors de prix. Et donc, il y a 2 musiques hors de prix. C'est celle de Dalida et celle de Tammy Wynette, Sometimes It's Hard to Be a Woman.
Ce sont les deux qui sont hors de prix. Et vraiment, je remercie les Squawk parce qu'ils m'ont... Bon, et Arte n'a pas fait un petit effort Non. Arte fait un pot commun. Enfin, il fait une enveloppe, Non, mais- pardon. Une Pas enveloppe. pot commun. Il faut enveloppe et après, on se débrouille. Bah, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et l'enveloppe de la musique, en général, elle est... Et pour tout le reste, toutes les autres musiques, je travaille depuis longtemps avec un éditeur de musique qui s'appelle Emmanuel Delétang, que je vais voir à chaque fois, et j'y vais avec mes intentions, et il me les traduit en musique. Donc je suis allée le voir, et je lui dis, voilà, je voudrais une musique populaire. C'est-à-dire que je trouve souvent que les musiques de films sont snobs. Il y a une espèce de snobisme, il y a un biais snob. Et là, je voulais des musiques accessibles, complètement accessibles à l'oreille. Parce que ces femmes, elles écoutent la radio, elles écoutent la télé, enfin bon, bref, elles sont dans une musique mélodique, simple. Et je lui ai dit aussi, comme on parle d'amour, enfin de cette espèce de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est marié, que la chanson d'amour... c'est la chanson italienne. Je lui ai dit, j'aimerais en plus que cette personne qui compose la musique sache me faire des chansons italiennes. Et il me dit, en une seconde, il fait, je sais ce qu'il te faut. C'est un duo, il s'appelle La Feste Antonacci, deux bonhommes, deux gars, Leonardo et Giacomo, et ils peuvent te faire tout ce que tu veux. Et c'était une rencontre, mais géniale. Deux jeunes, des trentenaires, et on sortait du confinement, et donc je les brief sur le film, je leur explique, et je comprends tout à fait, parce que depuis le confinement, je suis une femme au foyer moi-même, je suis bloquée à la maison, je comprends tout à fait ce qu'elle traverse, je comprends. Et donc c'était génial, je leur ai raconté, et ils m'ont envoyé des morceaux, mais moi je les écoute à la maison, hein, donc je me les mets en boucle à la maison, parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail splendide. Je suis contente qu'il y ait eu une question sur la musique. Alors, vous terminez votre film sur cet autre moment qui est celui de la retraite, où tout d'un coup, une des personnes de votre film dit que finalement les rôles se rééquilibrent. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans tous les journaux? C'est une constante? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup d'amertume dans les journaux à la fin. La majorité était plutôt amère. Mais tu voulais pas terminer. Avec une forme de frustration, d'insatisfaction. De colère, d'hostilité, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase de Simone de Beauvoir à la fin, parce qu'il y avait plusieurs journaux où il y avait de l'hostilité, vraiment. Et on sentait une espèce de... comment dirais-je, où deux personnes se retrouvaient coincées, quoi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Je voulais pas finir sur de l'amertume. Et donc, j'ai cherché dans les journaux les éléments de satisfaction. Parce que quand même, ce qui était intéressant dans les journaux, c'est, comment dirais-je, l'intelligence de ces femmes. C'est-à-dire que d'une situation... comment dirais-je, dans laquelle elles ont peu de marge de manœuvre, peu de liberté, elles arrivaient à faire sens, elles arrivent pour toutes, elles arrivent à en faire quand même quelque chose. Et je trouve ça admirable, parce que c'est un petit peu la bataille qu'on livre tous, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose qui a un peu de sens quand on ne maîtrise pas tout à fait tous les éléments. Bon, bah, voilà. Et du coup, j'avais plutôt... je me disais que finir sur de l'amertume, c'était pas rendre hommage à leur intelligence. Forcément. Alors, je lis un dernier message. Pas de questions particulières, mais un grand bravo et merci infiniment d'avoir donné la parole à toutes ces femmes qui sont peut-être nos grands-mères, nos mères, et que nous n'avons pas, pour beaucoup, su voir et peut-être aider à sortir de leur cage. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Et merci, Michel.